Monsieur, mesdames, bonsoir. Tout d'abord, la météo des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sont prévues en cours de nuit sur le sud de Manga, le sud des régions de Zender et Maradi et le nord de Tillabéri. Présentation, Mahamadou Adam. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo. Aujourd'hui, la situation météorologique a été marquée par un ciel nuageux sur l'ouest du pays. Cet après-midi, quelques foyers orageux ont fait leur apparition sur l'extrême sud-est du pays, notamment sur le sud de Manga, le sud des régions de Zender et Maradi et le nord de la région de Tawa. Au de nos frontières, on constate la présence de cette vaste zone pluvio-orageuse sur le nord Nigeria et sur le centre Tchad. Ainsi, nous prévoyons pour cette nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur le sud Manga, le sud de la région de Zender, le sud de la région de Maradi et le nord de la région de Tillabéri. Et pour la matinée de demain, c'est toujours des activités pluvio-orageuses faibles à modérées qui sont prévues sur le sud des régions du fleuve. Voyons à présent les heures de lever et coucher du soleil sur certaines localités de notre pays. Ainsi, demain matin, Inch'Allah, le soleil se lèvera à 5h44 à Bilma, à 5h50 à Ngigmi, à 5h53 à Difa, à 5h56 à Ménésorwa, à 6h02 à Gouré, à 6h06 à Agadez, à 6h07 à Zender, à 6h09 à Magaria, à 6h15 à Maradi, à 6h21 à Tawa, à 6h22 à Birnin-Konni, à 6h32 à Dosso, à 6h32 également à Gaya, à 6h35 à Niamey et à 6h37 à Tillabéri. Il disparaîtra à l'horizon sur ces mêmes localités à 18h38 à Difa, à 18h38 également à Ngigimi, à 18h41 à Mainesorwa, à 18h45 à Bilma, à 18h49 à Gouré, à 18h53 à Magaria, à 18h54 à Zender, à 19h01 à Maradi, à 19h03 à Agadez, à 19h09 à Birnin-Konni, à 19h10 à Tawa, à 19h13 à Gaya, à 19h16 à Dosso, à 19h21 à Niamey et enfin à 19h24 à Tillabéri. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Du 24 au 26 juillet 2014, le président de la République, chef de l'État, a effectué une visite d'amitié et de travail au Congo-Brazzaville sur invitation de son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Dans la capitale congolaise, le président de la République a également pris part au forum Forbes Africa. Vous suivrez le film complet de ce déplacement du chef de l'État en partie magazine de cette édition. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a procédé hier dans la salle des banquets de la primature à l'installation officielle du comité national chargé du fichier électoral biométrique. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Synthèse Gérard Abdelaziz et Askou Jibril. Ils sont au total 40, dont 19 issus des formations politiques, tout bord confondu. Les membres du comité national chargé du fichier électoral biométrique CFEB, qui a été installé officiellement ce samedi après-midi par le Premier ministre Brigitte Raffini. La mise en place du CFEB est l'aboutissement d'un processus long et consensuel, laborieusement obtenu, a rappelé le ministre de l'Intérieur, qui a par la suite indiqué le défi à relever par le dit comité. Au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est le début de notre désengagement de la préparation des élections comme les lois électorales l'ont prévu. Donc je vous souhaite bonne chance et du courage. Il va de soi que, comme indiqué dans la loi, la confection du fichier électoral biométrique sera faite de pair avec la confection d'un fichier classique, pour ne pas être pris de court par rapport aux élections prochaines. Ça, c'est le premier point que je voudrais bien indiquer. Et le deuxième point, c'est les délais. En tout cas, au niveau des premières simulations que nous avons faites au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est que nous pensons qu'il est encore possible, et c'est ça notre souhait, de finir ce fichier et de le rendre au 15 septembre 2015, mi-septembre ou plus tard, en tout cas fin septembre 2015. Voilà le souhait, voilà la responsabilité. Donc les délais, c'est extrêmement important, il faut nécessairement y tenir.
Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour permettre au CFEB d'accomplir sa noble et exaltante tâche, a souligné le chef du gouvernement. Le président de la République, le gouvernement et l'ensemble des institutions de la République vous font confiance au nom du peuple nigérien. Et vous devez mériter cette confiance. Pour permettre au CFEB, qui vient de naître, d'être pleinement opérationnel, le gouvernement prendra toutes les dispositions pour créer les conditions optimales vous permettant de remplir votre mission. En particulier, je voudrais souligner que la chaîne des acteurs impliqués dans la confection, dans l'élaboration du fichier biométrique sera pour se faire compléter dans un bref délai. Il s'agit du Conseil national du fichier biométrique et du recrutement du secrétaire général permanent de la CENI ainsi que de son adjoint, de ses adjoints. Et ceci dans les tout prochains jours, Inch'Allah. Ainsi, nous aurons notre chaîne complète pour vous permettre effectivement, dans les délais tels que cela a été rappelé tout à l'heure, dans les délais requis, pour que nous puissions disposer de ce fichier combien important pour notre pays. Je voudrais vous rappeler également que la loi a voulu que, avant de prendre votre fonction, il est requis que vous prêtiez serment devant la Cour constitutionnelle sur le livre saint de votre confession. Là, il s'agit des membres du bureau. Donc, tant que les membres du bureau n'ont pas prêté serment, certainement que vous ne pourriez pas être autorisé à exercer. Mais je pense que nous allons, sous cette réserve, vous déclarer installé à partir d'aujourd'hui, puisque toutes les conditions sont réunies pour vous permettre de commencer votre travail. Il s'agira dans les tout prochains jours de prendre les dispositions. Cela ne prendra certainement pas de temps pour permettre aux membres du bureau d'accomplir cette formalité importante qui est celle de la prestation de serment. Les membres du bureau du comité chargé du fichier électoral biométrique CFEB sont au nombre de 4. Le coordonnateur national en la personne de Oumarou Malam, son adjoint et 2 rapporteurs. Ils auront la lourde responsabilité d'élaborer dans les délais requis le fichier électoral biométrique. L'objectif visé par les autorités de la 7e République est de parfaire les élections à venir. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses a présidé ce matin à Saï une cérémonie de lecture du Saint-Coran en présence du gouverneur de la région de Tillabéri et de plusieurs fidèles musulmans. Votre précision avec Assabi Bouda et Chibono. Organisée depuis les temps immémoriaux, cette cérémonie de lecture du Saint-Coran a lieu toutes les veilles de Ramadan à l'initiative du chef de canton, l'honorable Alfaïzé Amadou Issa Sissé, aidé par un comité d'organisation composé d'oulémas et du cadi de la cour royale à la grande mosquée de vendredi de Saï. Cette tradition remonte à la fondation de la ville de Saï par Alpha Maman Jobbo. En voici l'objectif recherché. L'objectif visé par cette cérémonie, c'est de prier pour la paix sociale, la paix de cœur, et également pour que le Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux,
descende sa clémence sur la région et partant sur l'ensemble du pays. Débutée à 10 h, la cérémonie a drainé des milliers d'oulémas, de fidèles venus de plusieurs localités et des populations de Saï qui ont répondu à l'appel qui lui a été lancé depuis hier soir. Pendant près de 2h30, les fidèles ont écouté avec intérêt les versets coraniques de notre livre saint et non sans émotion. Au terme de la lecture, une fatia a été dite, fatia à laquelle se sont joints le président de l'association islamique du Niger, Cheikh Djabiri Ismaël, à la tête de fidèles de la mosquée du quartier Zoranei de Saï. Quant à l'honorable chef de canton de Saï, il a exprimé ses remerciements au secrétaire général du ministère de l'Intérieur et au gouverneur de la région de Tillabéri et à tous les fidèles auxquels il a souhaité bonne fête. Cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran édition 2014 organisée par la station régionale de Tillabéri. C'est le gouverneur de la région qui a présidé la cérémonie en présence de nos reporters Zakari Maman et Jubono. Ils étaient au nombre de 60, les candidats filles et garçons de niveaux différents en connaissance du Saint-Coran venus des différents établissements islamiques de la place à prendre part au concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran communément appelé Moussabaka. La 11e édition organisée par la station régionale ORTN Tillabéri, Issa Guinda. 5 jours durant, ces candidats ont jaugé leur connaissance dans le domaine du Saint-Coran. La cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours Moussabaka, ce jeudi 24 juillet 2014, qui s'est déroulée en présence des autorités régionales, témoigne, a dit dans ses mots de bienvenue le responsable de la station régionale ORTN de l'intérêt qu'accordent les plus hautes autorités de la 7e République, notamment le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, et le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini à la promotion de l'islam et au rayonnement de la culture islamique. Le DG de l'ORTN, M. Loïc Crespin, et le DSR Sani Abdou. Dimanche, veille de fête, Niamey est en effervescence. Les rues sont bondées avec des embouteillages par endroits. De même, les salons de coiffure, de couture et même les supermarchés sont pris d'assaut. Constat, Jocelyna Amoussou et Bachir Harouna. Si les différentes artères de Niamey sont en effervescence, c'est dans les salons de coiffure que la fête se ressent le plus. Salons de coiffure, hommes comme femmes, sont pris d'assaut. Comme il y a beaucoup de personnes jusqu'à présent, j'attends. On est venu ici parce que j'ai l'habitude, c'est ici que je fais mes tirés, mes coiffures. Je suis venue au salon pour me coiffer pour la fête du Ramadan. Les midi partis, mais je suis là depuis 7 heures jusqu'à présent, je n'ai pas eu. Au niveau des maisons de couture, le plus grand du travail est déjà accompli. Certaines ont pris leur disposition pour respecter les délais. Les clients ont commencé depuis 2 mois. À partir de 2 semaines du mois du carême, j'arrête de prendre les effets, les habits. Ça fait presque 20 ans. Je travaille dans ce rythme-là. La plupart de mes clients savent ces principes-là, donc ils viennent avant. Et Dieu merci, on travaille comme ça. Et ceux qui ont attendu le dernier moment pour s'offrir leurs vêtements trouvent eux aussi leur compte dans les magasins de couture instantanée prêts à porter. Bon, je suis venue ici parce que c'est très rapide. Elle a amené ce tissu-là et elle veut une couture chap-chap comme on dit ici. C'est comme ça, donc nous on lui présente les différentes plaques qu'on associe à des garnitures, qu'elle peut choisir ses modèles et nous on exécute. Ça c'est un travail de 30 minutes, pas plus quoi. Et le montage prend aussi à peu près 25 minutes. Je suis venue acheter pour ma famille. En cette veille de fête, les supermarchés ne sont pas en reste. Surtout les rayons de volailles importés où il faut jouer des coudes pour obtenir le précieux sésame. J'ai pris le carton à 30 000. C'est moins cher par rapport au donc nous on profite quoi. Il vient pour payer, donc entre-temps il passe pour payer les condiments et autres. Niamey vit déjà au rythme de la fête de Ramadan en ce dimanche pas comme les autres où l'effervescence des rues fait à quelques endroits place aux embouteillages
tels les alentours des marchés. Oui, c'était là l'effervescence de la fête de Ramadan à ce jour dimanche. La coordination du comité technique national de prévention et de gestion des suivis des inondations au chevet des sinistrés des communes d'Ilela, Tajaye et Badegishri dans la région de Tawa. En effet, les fortes précipitations enregistrées dans ces communes du 21 au 22 juillet 2014 ont provoqué des inondations avec d'importants dégâts matériels. Yazirabiou Fatiboum. Suite aux importantes pluies enregistrées la nuit du 21 au 22 juillet, occasionnant d'importants dégâts matériels, notamment plusieurs dizaines de maisons effondrées dues aux inondations, la coordinatrice de la cellule humanitaire du Comité technique national de prévention, de gestion et de suivi des inondations est venue soutenir les victimes des inondations du département de Lela au nom des autorités de la 7e République. Plusieurs familles frappées par ces très fortes inondations se verront équipées des bâches, des kits ménages et une quantité importante de vivres à Ilela comme à Tajaye et à Badegishri. L'objectif effectivement de la mission ici dépêchée par le cabinet du Premier ministre, la cellule de crise alimentaire, c'est d'apporter l'appui rapidement à la population victime des inondations ici au niveau du département de Ilela. Nous avons amené des kits non vivres et sur le stock à partir de Tawa, on a pris les kits vivres. Des tentes aussi qu'on a dressées rapidement pour que les familles qui se retrouvent au niveau de l'école, qu'elles puissent effectivement être logées parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans un mois et demi, c'est encore les rentrées qui vont se préparer. Donc il faut trouver des sites qui puissent effectivement accueillir ces familles. En remettant ces dons, le secrétaire général adjoint de la région d'Ottawa, M. Mohamed Amirid, a au nom des bénéficiaires remercié les autorités de la 7e République qui continuent à soutenir les populations nigériennes, en particulier celles de la commune de Lela, Tajaye et Badegishri, victimes aujourd'hui des inondations. Notons auparavant la présence de plusieurs autorités administratives et coutumières de Lela, notamment les préfets du département, les chefs de canton, les maires, les chefs du groupement nomade Tajaye, ainsi que la population venue rehausser de leur présence l'éclat de cette cérémonie. Suite aux importantes pluies tombées hier samedi dans la région de Tillabéri, des menaces sérieuses planent sur certaines infrastructures routières, notamment les ponts sur l'axe Niamey-Tillabéri. Constat Sahabibouda Jibono. Effectivement, et déjà le pont situé sur l'axe Vakfarié-Tillabéri était menacé dès hier après-midi. Dans la nuit, les eaux en furie ont submergé ce pont, ce qui a amené à l'arrêt de la circulation des gros porteurs ordonné par le gouverneur de la région de Tillabéri pour éviter les risques d'effondrement de ce pont. Le gouverneur Assimiou Diabéri a aussitôt informé les autorités du ministère de l'Équipement qui ont dépêché immédiatement les techniciens sur place pour étudier la situation et les dispositions à prendre pour éviter l'interruption de la circulation routière en cette période de Ramadan et de vacances. À noter que les pluies ont fortement dégradé le bitume et raviné plusieurs parties de ce pont qui a connu pourtant des travaux il y a quelques semaines pour renforcer sa capacité de résistance. Aux dernières nouvelles, le directeur régional de l'équipement de Tillabéri nous a informé de la reprise totale de la circulation sur le pont et les travaux de réparation se poursuivent. Et puis nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée du Haut Conseil islamique qui est la voie officielle pour annoncer la vue du croissant lunaire qui annonce également la fête du Ramadan pour demain. Nous en venons à présent à la partie magazine de cette édition consacrée au film sur le déplacement du chef de l'État au Congo, Brazzaville, où il a pris part du 24 au 26 juillet 2014 au forum Forbes Afrique. C'est avec nos envoyés spéciaux Taïro Hassan et Bourika Albadia.
Le jeudi 24 juillet 2014, l'avion présidentiel a atterri à l'aéroport international du Congo à 11h25 heure locale. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Après les honneurs militaires, il a été salué par le consul honoraire du Niger à Brazzaville, les membres du gouvernement congolais, les membres du corps diplomatique et un nombre important de Nigériens vivant au Congo. Après le tête-à-tête entre les deux chefs d'État au salon d'honneur, Issoufou Mahamadou a eu un second tête-à-tête avec son homologue de la Guinée-Conakry, Alpha Condé, avant d'être conduit à sa résidence assise au palais présidentiel. Le vendredi 25 juillet 2014, le chef de l'État a eu un tête-à-tête dans la matinée avec son homologue congolais. Au cours de l'entretien, ils ont parlé des questions d'actualité avant de prendre part dans l'après-midi au forum Forbes Afrique tenu dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères aux côtés de ses pairs de la Guinée-Conakry, du Congo et du Premier ministre gabonais. Ce forum, le troisième du genre, a pour thème la bancarisation, construire le modèle africain. Avec une croissance du produit intérieur brut de 5,1% en moyenne, l'Afrique est aujourd'hui une des zones les plus dynamiques du monde. Selon les différents scénarios à long terme du Centre d'études prospectives et d'information internationale, l'Afrique subsaharienne devrait voir son PIB par habitant plus que tripler d'ici 2050. À cette échéance, le PIB du continent devrait atteindre environ 5 000 milliards de dollars, soit le niveau actuel du PIB chinois. Cette performance économique s'accompagne d'une amélioration significative des indicateurs sociaux, à savoir la mortalité et la morbidité, la scolarisation, l'accès à l'eau potable et l'énergie. L'économie africaine est encore peu compétitive, peu inclusive, fragile et environnementalement peu productive. Les solutions renvoient notamment à la capacité d'installer à un rythme suffisant les infrastructures physiques et immatérielles indispensables à la croissance, à assurer une conduite des affaires évitant les crises financières ou macroéconomiques. Dans le discours d'ouverture prononcé à cette occasion, Denis Sassou Nguesso a présenté ses remerciements à ses homologues du Niger, de la Guinée-Conakry et au Premier ministre du Gabon pour avoir répondu à son invitation. Il a souligné toute l'importance de cette rencontre d'échange sur la bancarisation, maillon essentiel de la chaîne de développement qui est faite pour profiter aussi bien aux particuliers, aux entreprises qu'aux États africains. Pour le président congolais, la bancarisation est aux économies africaines encore fragiles et aux particuliers un gage de sécurisation de leurs avoirs et d'accompagnement de leurs projets. Malheureusement, moins de 10% des populations africaines ont accès aux services bancaires, a-t-il ajouté. Cette invention africaine ne manquera pas de faire parler de l'Afrique dans ce domaine, comme c'est déjà le cas dans bien d'autres. L'exemple, s'il en fallait un, le plus attractif est le Kenya, où près de 16 millions de personnes sont abonnés depuis 2013 aux services financiers, le téléphone mobile, occasionnant des échanges de l'ordre de 650 millions de dollars américains. Mesdames et messieurs, pour nos États qui travaillent à la diversification de leurs économies et qui vivent en grande partie des recettes fiscales générées par les revenus de l'économie formelle, la bancarisation est un levier essentiel de l'émergence. Il y a donc nécessité et urgence que les obstacles au processus de bancarisation soient rapidement levés. 3 panels ont été animés au cours des travaux.
Le premier a pour thème développer la confiance. Quelles solutions politiques pour favoriser la bancarisation? Le second concerne l'innovation, catalyseur de la bancarisation africaine, le cas de Mobile Bank, et le troisième panel a porté sur la bancarisation et financement d'entreprises, un modèle africain en construction. Le chef de l'État a, au cours de ces panels, présenté les actions menées par le Niger dans le cadre de la bancarisation au micro de Christine Ockrent, journaliste et écrivain. Issouf Mahamadou a été ovationné par les participants. Cette question de sécurité est une des priorités du programme que je suis en train de mettre en œuvre au Niger depuis maintenant 3 ans et demi. En dépit des menaces qui nous entourent, le Niger est un pays sûr. Le Niger est un pays sécurisé, non seulement aux frontières, mais à l'intérieur du pays, les personnes sont bien sécurisées, les biens sont bien sécurisés. Vous avez fait allusion également au fait que le Niger appartienne à cette bande sahélo-saharienne qui est malheureusement soumise de manière récurrente à des sécheresses sur les 50 dernières années. On constate qu'il y a une année de sécheresse sur 2. Cela pose beaucoup de problèmes, même pour faire face aux besoins d'alimentation des Nigériens. Alors, en rapport avec la bancarisation, cela me fait dire qu'il est difficile de développer un système bancaire dans un pays ou dans des pays où la pauvreté est très importante. Parce qu'on sait bien qu'un des rôles des banques, c'est de mobiliser l'épargne. Or, par définition, les pauvres n'épargnent pas. Donc, comment faire pour que les banques puissent avoir un terrain favorable qui puisse leur permettre de remplir cette mission de mobilisation d'épargne? C'est pour cela que je dis un des points peut-être sur lequel il est important d'insister, c'est comment mettre en œuvre des politiques dans nos pays africains qui puissent permettre l'émergence d'une classe moyenne. Aujourd'hui, on constate dans les pays africains qu'il y a à peu près 32% de la population. La BAD a fait une étude sur cette question. La classe moyenne commence à partir d'un revenu de $2 par jour jusqu'à $20 par jour. Et sur la base de cette définition, on peut considérer qu'il y a 32% de la population africaine appartenant à la classe moyenne. Moi, je vois très bien ce chiffre-là augmenter jusqu'à 80%, c'est ça l'idéal. Le jour où l'Afrique atteindra un chiffre de 80% de sa population représentant la classe moyenne, alors on aura gagné notre pari, y compris en ce qui concerne le développement des banques, parce que pour que les banques se développent, il faut que les banques aient de l'épargne à collecter, et pour que les banques aient de l'épargne à collecter, il faut que la population s'enrichisse. Effectivement, même au Niger, se pose ce problème de confiance vis-à-vis des banques, parce qu'on a eu des banques en faillite. Par exemple, la première banque de développement du Niger est tombée en faillite dans les années 80. La première caisse d'épargne qu'on a mise en place au Niger est tombée également en faillite. Donc les épargnants se méfient effectivement des institutions bancaires. Et parallèlement, il s'est développé la microfinance. Il s'est développé aussi au Niger ce qu'on appelle la finance informelle, les tontines. D'ailleurs, Severino y a fait allusion tout à l'heure, parce que là, les gens se font confiance, les gens se connaissent. Et donc, cet aspect de la confiance est un aspect fondamental, est un aspect important. Et au niveau, puisque le Niger fait partie d'une union monétaire, l'UEMOA, on y a réfléchi au niveau de l'UEMOA, on a mis en place un plan de promotion, de développement et de développement des banques, et ce plan prévoit y compris la question relative au rétablissement de la confiance entre les banques et donc les usagers. Et ce plan prévoit par exemple la mise en place d'un observatoire des services financiers. Il prévoit la réduction des coûts des services bancaires, etc. On s'attelle au Niger depuis 3 ans et demi, et cela a été évoqué tout à l'heure, à mettre en place des institutions politiques stables et fortes. Première condition. Deuxième condition, on s'attelle à créer les conditions de la sécurité, cela est extrêmement important. Et puis nous sommes, cela rejoint aussi les préoccupations qui ont été évoquées, nous sommes engagés à mettre en place des infrastructures
dans le pays. Puisqu'un des obstacles d'ailleurs pour que les banques s'installent dans le Niger profond, par exemple, c'est l'absence d'infrastructures publiques, comme le chemin, comme les infrastructures de transport, l'énergie, les communications. Et nous sommes en train de promouvoir cela. Vous avez fait allusion tout à l'heure à Bolloré, qui est en train d'investir dans le chemin de fer. Nous avons une boucle de chemin de fer qui concerne les pays de ce qu'on appelle le Conseil de l'Entente, c'est-à-dire le Burkina, le Niger, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Et cette boucle de chemin de fer a un tronçon de 600 km au Niger. Et c'est Bolloré qui est en train de financer ça. C'est un exemple d'investisseur qui place sa confiance dans ce que nous faisons au Niger. Nous avons également en chantier une centrale thermique au charbon, comme vous venez de le dire, de 600 MW, financement d'une société américaine. Donc nous créons les conditions de la confiance, non seulement pour les banques, mais également pour les investisseurs. Les mots-clés, c'est sécurité, bonne gouvernance, démocratique, développement. J'appelle ça les 3D. Hein. Sécurité, on peut remplacer sécurité par défense. Défense, démocratie, développement, les 3D. Ça existe au Niger. Venez investir au Niger.